Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième journée du Forum Galien Afrique, donc notamment la 5e édition. Donc, c'est la dernière journée du Forum des jeunes. Une journée qui sera consacrée justement à la jeunesse, l'innovation dans la couverture sanitaire universelle en Afrique. Nous aurons l'insigne honneur aujourd'hui de revenir justement sur les innovations qui sont passées les années précédentes, notamment deux, et tour à tour, nous allons faire le suivi, voir comment est-ce que cela a évolué, les innovateurs de l'année précédente, comment est-ce que depuis, en tout cas des années précédentes, comment est-ce qu'ils ont pu évoluer dans leur projet, comment est-ce que cette session les a aidés justement dans l'implémentation de leur projet. Alors, sans plus tarder, j'ai ici tour à tour à mes côtés, donc d'abord, Dr Nabou, Dr Nabou Ba Diakhaté, donc qui est effectivement membre du comité scientifique du Forum Galien Afrique, qui est co-chair à ma droite, et puis moi-même, Papa Massa Mania, est justement président du débat numérique national de la jeunesse et fondateur de Ubuntu Université, qui fera office de chair aujourd'hui pour faciliter cette session, qui va durer environ 1h30. Donc, je vous présente l'agenda avant d'introduire rapidement Dr Nabou. Alors, aujourd'hui, en premier lieu, tout à l'heure, nous allons projeter la vidéo « Que sont-ils devenus ?» dont je mentionnais tout à l'heure. Ensuite, nous aurons droit à deux keynotes justement sur l'innovation, notamment l'innovation sociale avec Mamba Soare de Make Sense Africa, membre du consortium jeunesse, qui nous rejoint tout à l'heure. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était bloqué dans les embouteillages et qu'il ne devrait pas tarder. Et également, nous allons avoir le plaisir de recevoir Dr Isaac Chikou Wanha, qui aussi sera avec nous dans un instant. Et à côté, nous aurons effectivement la représentante donc de l'Institut Pasteur qui aura le plaisir de nous présenter le Fonds d'innovation Grand Déficit Sénégal, Marie-Angèle qui est ici à ma droite. Alors, sans plus tarder, Dr Nabou, je te laisse la parole pour que tu puisses nous introduire cette session qui est d'une importance capitale pour le Forum Galien Afrique. Merci Massamba. Je remercie également l'ensemble des personnes, des participants, et commencer par saluer Madame la Présidente du comité d'organisation, Madame le Ministre d'État, professeur Awa-Marie Kolsek, et également le professeur Chouli qui est venu nous accompagner et qui a notamment beaucoup participé à la préparation de cette session et la préparation de la session suivante pour les choix des innovateurs. Et saluer également donc, les participants et les invités. Aujourd'hui, en fait, cette session, c'est pour rappeler ce qui s'est passé depuis déjà la 3e année
les sessions en fait qui permettent aux jeunes innovateurs dans la santé, les jeunes innovateurs dans la recherche et africains notamment, qui viennent présenter des solutions en fait basiques, pas à des prix Nobel, juste des solutions qui permettent pas de chambouler le monde, pas de changer le monde, mais de changer simplement les choses. Donc, c'est effectivement, depuis 2019, nous avons eu à échanger avec des jeunes et des investisseurs qui sont rencontrés pour accompagner des solutions et des innovations. Et il nous fallait également savoir ce qu'étaient devenus en fait ces chercheurs, ces jeunes, et comment ils avaient pu être accompagnés. Et nous avons eu quelques retours, pas tous, mais c'était vraiment le moment de poser la situation de ces rencontres, de l'apport que le Forum Galien a eu par rapport à ces jeunes innovateurs. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et Forum Galien, son leitmotiv, c'est justement d'accompagner les jeunes, de pousser les jeunes dans la recherche, de pousser les jeunes dans les innovations et de pousser les jeunes à trouver des solutions pour un développement africain, un développement possible, simplement, un développement pour la santé et pour la recherche. Je pense que Massamba, en attendant qu'on puisse mettre le film, dire qu'on a eu effectivement des jeunes de tous les pays à l'époque, de tous les pays, des pays francophones, des pays anglophones, du Sénégal et d'ailleurs. C'est vraiment dire ce qui s'est passé auparavant. Et on a eu également des retours cette fois-ci, pas de tous, comme je dis, mais en fait, pour nous, c'était important qu'on puisse, à partir de maintenant, pousser les jeunes dans la recherche, mais pousser également dans le suivi. Et nous aimerions également dire qu'aujourd'hui, c'est une session pour les investisseurs, de savoir comment ils ont accompagné et comment on pourrait mieux accompagner. Merci. Merci beaucoup, Dr Nabou. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est important parce que dans la stratégie justement du Forum Galien Afrique, le comité scientifique a tenu à donner une place prépondérante aux jeunes. Vous l'avez vu hier avec notamment la session de formation qui a été destinée aux meilleurs étudiants en médecine, pharmacie et en odontologie. Et effectivement, qui était revenu tour à tour sur justement le leadership, mais également sur la transformation digitale. Ceci, aujourd'hui, est une continuité. Pour vous dire justement, cette rencontre innovateur-investisseur a le but de stimuler davantage les innovations, mais aussi de montrer aux jeunes innovateurs et entrepreneurs que la santé, il y a une certaine transversalité dans la santé. Et aujourd'hui, il nous faut justement dans ce monde VICA, je vais y revenir tout à l'heure avant d'introduire les keynotes, on a besoin de tous ensemble se donner la main et de travailler ensemble pour pouvoir relever les défis justement de notre époque. Et ces défis de la santé aujourd'hui est une préoccupation globale. Et la COVID-19 l'a montré à suffisance sur les défis que nous avons pu vivre et comment notre résilience collective a été prise en compte par les jeunes innovateurs. Dr Nabou, si vous le permettrez, je voudrais introduire justement la vidéo de ces innovateurs qui nous ont fait l'honneur de passer. Et je rappelle juste qu'il y a plusieurs innovateurs de plusieurs pays qui y ont passé. Mais cette année, pour des raisons pratiques, nous avons jugé nécessaire de prendre en interview 2 innovateurs qui étaient plus accessibles. Mais attendez-vous à ce que dans les sessions à venir, l'ensemble des innovateurs de chaque année puissent être interviewés à la fin, en tout cas après chaque forum pour pouvoir faire le suivi ensemble avec eux. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le Awa Ndiaye Ndiourel, donc qui est CEO fondatrice de Ndiourel, et également l'équipe de Wergo. Donc tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir leur innovation, mais surtout de comprendre comment est-ce que les sessions que nous avons pu avoir les ont aidés à pouvoir avancer davantage et quelles sont les perspectives que cela ont, mais quelles recommandations aussi ces jeunes donnent en tout cas au Forum Galien pour améliorer cette session. Merci infiniment. Régis, si c'est disponible, je pense qu'on pourrait faire passer la vidéo.
Bonjour, je m'appelle Awa Ndiaye, je suis CEO et fondatrice de la start-up Njurel. Je suis une jeune femme entrepreneur sénégalaise qui est passionnée de technologie et qui travaille pour le développement socio-économique des communautés vulnérables au Sénégal et en Afrique. Bonjour à tous, je m'appelle Cher Seck, je suis CEO et cofondateur de la start-up Wergo. Bonjour, je m'appelle Aïtan Diardia, cofondatrice de Wergo et Chief Management Officer. Bonjour, c'est Dr Oumar Sow, je suis pharmacien et cofondateur de la start-up Wergo. Tout est parti d'un constat. Au Sénégal, les gens ils ont énormément de problèmes avec la santé. Parfois, on se rend au niveau de la pharmacie, on la trouve fermée. Parfois, elle est ouverte, mais elle n'a pas le médicament qu'on veut. Parfois, elle est ouverte, elle a le médicament qu'on veut, mais elle n'a pas de monnaie. Parfois également, on est dans l'incapacité de se déplacer pour aller jusqu'à la pharmacie, peut-être à cause d'une situation de handicap ou en cas de grossesse. Un célèbre obstétricien africain, M. Mahmoud Fatala, disait qu'en Afrique, les femmes ne meurent pas à cause des maladies que nous ne savons guérir. Les femmes meurent parce que la société n'a pas encore décidé que leur vie vaut la peine d'être sauvée. Aujourd'hui au Sénégal, plus de 53% des femmes dans les zones rurales et périurbaines ont un problème d'accès à des soins de qualité. Ça a été le cas pour 2 de mes parents qui sont décédés en donnant naissance à cause d'un manque de prise en charge dans certaines structures de santé, d'où la raison de la naissance de notre start-up. Aujourd'hui, Njurel, qui signifie donner naissance, est une start-up de développement de technologies médicales dont la mission est de réinventer la proximité entre les professionnels de santé et les patients, surtout vulnérables, en particulier les femmes et les adolescents, mais surtout de participer au renforcement du système de santé grâce à la technologie médicale. Le Forum Galien Afrique est important pour nous car c'est avant tout un lieu de rencontre. Ça nous permet de nous retrouver avec d'autres innovateurs qui travaillent dans le domaine et ainsi d'être au courant des avancées. De plus, c'est un bon moyen pour avoir un bon carnet de contacts, faire un partage d'expériences et un échange de bonnes pratiques. Le Forum Galien est une excellente plateforme qui prône la recherche et l'innovation. Il permet aux jeunes entrepreneurs, aux innovateurs comme nous, d'avoir accès à un très enrichissant cadre d'échange entre acteurs de plusieurs secteurs dans le domaine de la santé. Il nous permet d'avoir accès à un excellent panel d'investisseurs qui donne un coup de boost à nos innovations. Il nous permet aujourd'hui aussi de montrer qu'en Afrique, les jeunes sont capables d'apporter des solutions innovantes et sans frontières qui peuvent régler les problèmes de leur communauté. C'était une rencontre très enrichissante pour nous, car ça nous a permis de présenter notre solution aux investisseurs qui ont pu nous donner des avis favorables, mais aussi des suggestions. Nous avons aussi eu un contact avec le public qui a pu poser des questions et ça nous a permis de mieux orienter notre réflexion. La rencontre avec le Forum Galien a été vraiment bénéfique dans le sens où nous avons même eu à rencontrer un acteur dans le domaine de la santé qui est ION. Nous avons eu à avoir des réunions, on a eu à discuter. Même si on n'a pas pu concrétiser un contrat avec eux, on a quand même beaucoup appris d'eux et ça nous a vraiment permis d'avancer au sein de Wergo. Dans l'ensemble, la rencontre avec les investisseurs a été très enrichissante. Nous avons reçu des feedbacks très importants destinés au développement stratégique de nos startups. Avec les opportunités, nous avons aussi réussi à développer d'excellentes synergies de collaboration et d'accompagnement. Rencontre, innovation et motivation. Science, interconnexion et durabilité. Depuis la dernière session, nous avons eu à vraiment beaucoup évoluer. Lorsque nous venions au Forum Galien, nous avions présenté une application mobile qui permettait de trouver la pharmacie la plus proche, de connaître les informations sur les médicaments, donc quel est le prix du médicament, de pouvoir trouver sa pharmacie et également savoir est-ce que la pharmacie est ouverte ou pas. Aujourd'hui, nous avons évolué dans le sens que nous avons mis en place une ordonnance digitale numérique qu'on est en train de tester avec différents médecins et différents pharmaciens. Donc aujourd'hui, nous enregistrons une 60aine de professionnels de santé avec qui nous travaillons afin de tester cette ordonnance numérique, voir les défauts de cette ordonnance et également pouvoir les combler. Grâce à un accompagnement et grâce à nos partenaires, Njurel est passé d'une équipe de 2 personnes à une équipe d'une dizaine de jeunes qui a mis en place 2 types de solutions.
une plateforme de gestion des structures de santé qui facilite aujourd'hui la digitalisation des prestations médicales à travers la gestion des patients, à travers la téléconsultation et à travers une meilleure gestion du dossier de santé. La deuxième solution est un centre d'appel médical et d'assistance psychologique qui permet aux malades d'avoir une prise en charge rapide, sécurisée et fiable grâce à des avis médicaux instantanés, des soins à domicile. Il permet aujourd'hui aussi aux femmes et aux filles qui sont victimes de violences physiques et psychologiques d'avoir une écoute active et des conseils juridiques. Nos solutions sont aujourd'hui implémentées dans 5 structures de santé au Sénégal et notre innovation a aujourd'hui permis de faciliter l'accès à des professionnels de santé qualifiés pour plus de 8000 patients dans 6 localités du pays. Nous avons aussi réussi à sensibiliser plus de 800 jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive et sur les questions de violence basées sur le genre. Nos perspectives à moyen et long terme sont d'abord de lancer la version iOS de l'application afin que les utilisateurs d'Apple puissent bénéficier de nos fonctionnalités, mais aussi collaborer avec les médecins et les pharmaciens afin que les patients puissent bénéficier de l'ordonnance numérique. Lancer le dossier patient partagé au niveau des structures de santé, mais aussi développer la partie vente et livraison de parapharmacie, mais aussi de médicaments. Notre vision étant de mettre en place des technologies médicales innovantes, sans frontières et à fort impact pour sauver la vie des communautés vulnérables, nous souhaitons être d'ici 2030 une très grande PME, référence dans le développement de technologies médicales en Afrique et dans le monde. Nous souhaitons atteindre plus de 1 million de patients assistés à travers nos plateformes et nous établir dans un autre pays africain. Ce serait bien d'avoir un forum qui regrouperait les investisseurs et les innovateurs et qui permettrait de reprendre les contacts. C'est-à-dire que s'il y a un investisseur qui est intéressé par un domaine, il pourra le signifier et les innovateurs qui travaillent dans ce domaine-là pourront entrer directement en contact avec cet investisseur. Renforcer les cadres d'échange B2B pour développer plus de synergies entre les startups et pour développer plus de partenariats durables entre start-upers et investisseurs. Alors, le message que je donnerai aux jeunes innovateurs, n'ayez pas peur de vous lancer. Ne soyez pas trop perfectionniste, lancez votre produit et le marché vous dira les choses à améliorer. Et comme le disait Steve Jobs, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent réellement avant qu'on ne leur montre. Donc, lancez-vous. J'aimerais aujourd'hui inciter les jeunes innovateurs à adresser les réels problèmes qui défient notre continent et nos communautés, à adapter les solutions innovantes à nos contextes socio-économiques, mais aussi à croire à leurs projets. Je voudrais compléter pour qu'on reprenne également. Dans le programme, on a parlé d'innovation sociale, d'innovation technologique. Rapporter peut-être qu'est-ce qui ferait la différence. Rapporter également, en fait, en quoi, en fait, on pourrait qualifier quelqu'un d'innovateur. Un innovateur, c'est en fait quelqu'un qui apporte un changement, mais surtout une amélioration à quelque chose qui existait déjà auparavant, qu'elle soit minime ou pas. En fait, on peut dire quand quelqu'un arrive à faire un ventilateur, on connaît les ventilateurs, mais à un moment donné, on a ajouté de la lumière au ventilateur. C'est important quand on est dans le noir. On a également apporté des télécommandes au ventilateur. C'est également une innovation. Et je vois, en fait, pour retomber sur ce que le CEO de Vergou a dit à la fin, lancez-vous, apportez votre changement, lancez-vous. Simplement, peut-être que ceux à qui vous vous adressez ne savent même pas encore, comme Steve Jobs le disait,
ce qu'ils attendent dans un changement et ce qu'ils attendent en fait tout court d'une innovation. Merci beaucoup, Dr. Nabou. Dr. Sen, vous avez en tout cas une préoccupation, une intervention par rapport à la vidéo qui a été projetée tout à l'heure? Merci. Ce dont cette vidéo m'a fait penser, c'est qu'effectivement, ce sont les jeunes qui savent exactement ce qui se passe dans leur communauté, les besoins de leur communauté et pouvoir y faire face. Donc, le rôle des investisseurs, des autorités, etc., c'est vraiment de leur donner les outils et de les laisser faire parce qu'ils vont venir avec quelque chose à laquelle on n'aurait pas pensé et qui est vraiment utile. Moi, j'aurais même pas pensé à l'application en pharmacie pour pouvoir aider les populations à savoir exactement si les médicaments sont disponibles, s'il y a du change, s'il y a de la monnaie, etc., pour faciliter leur déplacement. Donc, ça peut être une petite idée. Vous pouvez penser que votre idée est ridicule, elle est minime, mais ça peut avoir un gros impact. Et c'est vraiment ça qui est nécessaire, l'impact que ça aura dans la communauté et tout ce que ça va faciliter aux personnes désignées. Merci beaucoup, Dr. Sen. Oui, le professeur Chouli. Bonjour Mamba, bienvenue. Merci beaucoup, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, vraiment, merci pour ces échanges extraordinaires et cette innovation d'ailleurs d'organisation aussi, car c'est vraiment, avec cette 5e édition, on assiste vraiment à de l'innovation d'organisation et vraiment, je remercie tout le comité d'organisation. Moi, je saisis cette occasion pour faire quelques propositions et échanger par rapport à quelque chose qu'on vit, par exemple, au Maroc. C'est une occasion pour moi avec Madame la ministre ici. En fait, on a lancé récemment au Maroc, au sein des universités, ce qu'on appelle les cités d'innovation. C'est-à-dire, au niveau de chaque région, nous avons donc, pour chaque université, nous avons carrément une cité dédiée pour la jeunesse. Et en fait, cette cité, on dirait, c'est un showroom, en fait, qui permet donc à chaque jeune, c'est ouvert, c'est open, jour et nuit, etc. Et pour toute société, investisseurs, etc. Donc, ça leur permet d'avoir vraiment un espace de travail ouvert en dehors des buildings universitaires, etc. Et c'est vraiment, on a constaté que ça crée vraiment de l'émulation et ça crée de la communication continue, en fait, le long de l'année. Et à travers ces cités d'innovation, en fait, il y a la création, il y a carrément donc des représentants des différents départements, donc des gouvernements, etc., qui assistent en fait les jeunes à créer leur entreprise, etc. Donc en fait, moi je recommande pour la continuité en fait toute l'année, en fait, en dehors des forums, etc., à ce qu'à mon avis ces espaces-là continuent permanents où les jeunes puissent trouver, et je crois que le rôle des universités capitales dans ce sens, puissent trouver en fait un espace d'échange continu tout le temps et les aider vraiment à soutenir en fait leurs idées, etc. Je pense que l'émulation entre nous dans ce sens et la collaboration, notamment dans ce sens, pourquoi pas réfléchir à un mode et un modèle de cité d'innovation africain adapté à nos conditions, il me semble que c'est quelque chose, à mon avis, qu'on doit recommander et travailler ensemble dans ce sens. Voilà. Par rapport à des problématiques purement africaines adaptées à nos véritables questions et à nos problèmes de développement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Oui, allez-y. D'abord, il y avait Paul, mais allez-y d'abord. Merci beaucoup. Je saisis l'occasion pour vous remercier tous les organisateurs du Forum Ghalien pour la qualité de l'organisation et aussi féliciter notre équipe nationale pour son innovation en matière de sport, l'équipe marocaine. Et c'est un grand jour pour nous les Africains aujourd'hui. Moi, je vais abonder dans le sens de Dr. Chouli par rapport à l'importance de créer des sites d'innovation dans les facultés de médecine.
dans la faculté de médecine, il faut vraiment dépasser le statut vraiment une université, une faculté qui forme juste des médecins, des soignants. Il faut converger pour le concept médecin innovateur, parce que ce sont les médecins, c'est comme on dit en arabe, c'est les gens de Mecca qui connaissent bien la profondeur de la région. C'est-à-dire nous, les médecins qui connaissent nos besoins en matière d'innovation, nous attendent en matière d'innovation et on a des idées innovantes. Mais le passage du stade idée à stade réalité, innovation, c'est ce circuit qui nous manque. Et c'est ce genre d'initiative, vraiment, on en a besoin. Moi, je la salue parce que ça nous permet de nous donner espoir et impulser le changement de paradigme dans le monde de formation et de la conception même du médecin du futur ou le e-médecin. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Paul. Thank you very much. I'm going to speak in English, so if you could, if you need the translation device, you can put that on. First of all, like my speakers before me, I would like to thank and congratulate the organizers of the event and the Prix Galien and the Galien Forum, and of course, Her Excellency, Minister of State, Professor Awa Marie Kolsek, for having put this along with the other partners and collaborators. So thank you for that. The point was raised by one of the speakers already, which is what the youth bring to the conference and to these innovations is very exciting and interesting, which the people with experience often do not bring. They do not believe in business as usual. They change things. The people with experience accept them for what they are. The youth are impatient. They want to accelerate things, and they bring the momentum very quickly, which again is extremely important. They understand technology better than we do, the older generation, the next generation. So there's a lot that the youth bring to the table. But where they lack potentially is they may not have funding and they may not have the experience. When we talk about, and both of those are easy to solve, what is more difficult is what the youth already have. Bringing funding together, if you look at the partners that the Galien Forum has brought together and the sponsors that the partners have brought together, if we adapt those partners for the youth investment and the innovations, we can easily bring them together. That is not difficult. And when we talk about experience, the youth can easily bring advisors to their board to guide them for the experience. Someone with a medical experience, someone maybe with a supply chain experience. It's again, easy to fix. So what today is a networking event or bringing together innovations of youth could be taken to the next level to create, in English, we use the term incubator or accelerator, which brings a few more elements and can even formalize this under the Galien Forum to really help accelerate the activities for the youth as well. Thank you very much. Thank you very much, Paul. I have a very bad English, but I understand that you said that it's so important to have an incubator accelerator for youth. Et voilà, je pense que c'est très important de créer ce cadre que disait le professeur Chouri aujourd'hui et de pouvoir créer justement des incubateurs qui ont vocation d'accélérer justement les jeunes et de permettre à ce que ceux-ci puissent se trouver, s'organiser et avoir l'ensemble des acteurs, en tout cas, dont ils ont besoin pour pouvoir justement créer une émulation et développer leur initiative. Parce que, comme vous l'avez dit, les jeunes comprennent plus que tout, mieux que nous, les enjeux de notre société, mieux que nous, nos usages, et mieux que nous, les transformations de notre société, parce que c'est eux qui stimulent le changement. Et ça me permet justement, Dr Nabou, si tu le permets, de pouvoir amorcer la deuxième partie tout à l'heure par rapport à
au keynote, au premier keynote sur l'innovation sociale. Et j'ai beaucoup de plaisir, comme j'ai à le dire, à recevoir toujours Mamba à mes côtés, qui est un partenaire de combat et de guerre dans la transformation des mentalités, des usages et des procédés au Sénégal. Mamba est convaincu que l'engagement citoyen et l'entrepreneuriat social et la formation aux compétences clés pour la résolution des enjeux de développement durable de notre époque sont entre autres les leviers importants pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique. Il est diplômé au titre d'expert en économie sociale et gouvernance solidaire d'un master dirigeant d'entreprise. Mamba Souare cumule environ 10 ans d'expérience d'engagement et d'entrepreneuriat dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en France et en Afrique de l'Ouest. Il est initiateur et cofondateur de Make Sense Africa, une association entreprenante responsable de droits sénégalais avec des activités dans une douzaine de pays d'Afrique grâce à une équipe d'une vingtaine de collaborateurs. Pour aller plus loin dans son engagement en tant que cofondateur justement du consortium Jeunesse Sénégal, qui est un modèle innovant justement d'un collectif composé d'entrepreneurs, d'investisseurs, de décideurs, d'activistes, de chercheurs et de partenaires au développement réunis autour de la question de développement et de l'autonomisation des jeunes au Sénégal. Il s'agit d'un cadre collégial capable vraiment de mettre en œuvre des solutions innovantes à fort impact et pouvant être mise à l'échelle en faveur de l'apprentissage, de la participation et l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, Mamba, aujourd'hui, nous avons le plaisir de t'accueillir justement pour entretenir avec nous sur la thématique de l'innovation dans la perspective justement du Forum Galien. Pour rappel, le Forum des jeunes a pour thématique jeunes, innovation dans la couverture sanitaire universelle. Nous le savons, nous sommes dans un monde qui est en tout cas, qui est VICA, comme on pourrait le dire, qui est volatile, qui est incertain et qui est complexe, qui est surtout ambigu. Et effectivement, face à la volatilité, nous avons besoin surtout de vision. Face justement à l'ambiguïté, nous avons besoin notamment de compréhension. Face à la complexité, nous avons besoin de clarté. Mais c'est important face justement aujourd'hui à, on va dire, cette incertitude. Davantage, nous avons besoin nous avons besoin de compréhension, mais surtout aujourd'hui d'agilité. La question d'agilité revient tout le temps. Et quand on parle d'innovation, souvent, nous accentuons sur une partie, c'est-à-dire l'innovation technologique. Et on est dans une société surtout africaine, qui demande davantage que l'on cherche au plus profond de nous les solutions et les perspectives pour nous réinventer constamment. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de revenir sur l'innovation sociale, la base de l'innovation sociale. Et il y a beaucoup de procédés que je sais que Make Sense utilise, qui est des processus comme le design thinking, qui aujourd'hui met l'humain au centre, en tout cas des processus au cœur de l'ensemble des interactions sociales. Et ainsi, Mamba, je t'introduis avec beaucoup de plaisir pour que tu puisses échanger avec nous justement sur cette thématique que tu maîtrises si bien. Merci. Merci beaucoup, papa. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi également. Donc, permettez-moi juste de présenter mes excuses par rapport à ce retard-là. C'est inhabituel. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors, donc, moi, je vais juste peut-être commencer pour partager juste peut-être quelques tips aussi, puisque quand on parle d'innovation sociale, moi, j'ai tantôt à dire, dès l'instant qu'on parle d'innovation sociale, c'est qu'il y a un problème quelque part qui n'a pas été résolu comme il le faut ou qui n'a pas été, en tout cas, qui persiste dans tous les cas. Alors, dès l'instant qu'on prend conscience qu'il y a ce problème-là, donc d'habitude, en Afrique, on a tendance à dire, oui, il y a ce problème-là, on attend que l'État ou les autres viennent le faire. Donc moi, je fais partie de ceux qui croient qu'aujourd'hui, en fait, en tant que citoyen, on a l'obligation de contribuer à la résolution des problèmes qui nous dérangent profondément. Et pour ça, il y a 4 étapes vraiment qui sont nécessaires pour ça. Donc, la prise de conscience part avec l'empathie. Je pense qu'il est vraiment
intéressant dans le processus d'innovation d'avoir de l'empathie envers des problèmes sociaux ou environnementaux. Ensuite, une fois qu'on a l'empathie, merci. Là, du coup, il faudrait vraiment aller dans la compréhension du problème. C'est important. Donc, je dis souvent, il faut qu'on aime les problèmes. Il faut qu'on reste avec eux pour les comprendre. Donc, ceux qui ont l'habitude de résoudre des problèmes, je pense qu'ils passent plus de temps dans la compréhension du problème qu'à proposer des solutions. Alors, cette étape est primordiale. Dès qu'on comprend les causes racines du problème, et là, du coup, il faut agir avec ce qu'on a. On a tendance à hésiter pour passer de l'idée à l'action en disant oui, il n'y a pas de l'aide, et ainsi de suite, etc. Mais moi, je pense que, en fait, la première ressource dont on a besoin pour innover est en nous. C'est le cerveau, c'est notre intelligence. Donc, cette étape de passage à l'action est importante dans ce processus d'innovation. Et là, on passe à l'action. Donc, qui dit passer à l'action, c'est accepter d'échouer, d'apprendre, parce que l'échec, on apprend beaucoup, et interroger, se remettre en question et continuer le processus de façon itérative afin d'améliorer la solution qu'on propose. Voilà pour moi ces 4 étapes-là. En fait, dans chacune de ces étapes, il y a également des sous-étapes que je ne vais pas étaler ici, mais voyez-vous ces 4 ensemble dans un processus de résolution du problème. Je pense que si on l'applique, on peut y aller. Alors, dès l'instant qu'on a l'idée de solution, on va dire, il faut commencer à l'expérimenter, tester, ainsi de suite. Dans ce processus-là, il se trouve qu'en général, dans nos pays, on a énormément de difficultés dans tous les niveaux. Okay? Que ça soit, donc on a dit tout à l'heure, en fait, dès qu'on a l'idée, l'entrepreneur, première chose qu'il fait, il essaie de trouver, ou l'innovateur, hein, il essaie de trouver des solutions autour de lui. Donc là, il y a un manque de structures d'accompagnement technique telles que les incubateurs dédiés. Parce qu'aujourd'hui, bon, je suis dirigeant d'incubateur par ailleurs, mais sauf que on a besoin de beaucoup plus d'experts thématiques, par exemple, pour accompagner un entrepreneur ou un innovateur social qui apporte une solution aux problématiques de santé. Donc, je pense que c'est important de s'entourer de médecins, de chercheurs pour pouvoir améliorer sa solution. Et aujourd'hui, on n'a pas ces incubateurs thématiques. On a de l'expertise générique pour pouvoir accompagner des entrepreneurs. Ensuite, là, il y a besoin d'investir dans des structures d'accompagnement, d'innovation et des laboratoires pour tester, expérimenter des solutions. Quand on vient en termes, parce qu'il faut créer la structure, le choix du statut juridique, la forme, etc., là également, face à l'inexistence en fait, d'un cadre réglementaire, puisqu'on a accompagné, par exemple, dans le secteur qui nous réunit aujourd'hui, dans le secteur de la santé, des entrepreneurs qui avaient des solutions du traitement de dossiers médicaux. Mais Dieu seul sait combien ils ont galéré pour pouvoir justement avoir l'agrément de pouvoir exercer ce travail, puisqu'ils ne sont pas habilités à apporter ça. Donc, face à cette situation de manque de cadre légal favorisant ou donnant en tout cas le droit, si je peux m'exprimer ainsi, aux entrepreneurs d'apporter une solution à un problème qui sort de leur domaine d'expertise, ça pose problème. On vient dans, on passe de problème juridique, on vient sur le modèle économique. Aujourd'hui, qui dit innovation, dit il faut échouer beaucoup de fois et tester beaucoup de fois, et ça a un coût. Aujourd'hui, pour qu'une innovation marche, il faut au minimum plusieurs années pour tester, améliorer encore. Et qui finance ça? En général, c'est l'entrepreneur face à un environnement, dans un environnement et écosystème où il a 2 pressions fortes au Sénégal et en Afrique de façon générale. C'est la pression sociale. Tu as fini tes études, qu'est-ce que tu fais? Va travailler, etc. C'est la pression culturelle, on va dire aussi. On n'a pas la culture entrepreneuriale, c'est qu'il faut le dire. Aujourd'hui, on pense que là, il faut être commerçant. Il y a différence entre commerçants et entrepreneurs. Beaucoup de gens entreprennent pour faire du business, alors que ce n'est pas le mindset de l'entrepreneur. L'entrepreneur est un problème solveur. Il identifie un problème, il trouve des solutions. Et pendant tout ce processus de trouver des solutions, il a des coûts, il a des charges, il faut investir ça. Il n'y a pas de fonds pour financer l'innovation. Donc, c'est ça. Pour tester et enfin, pour tester et améliorer ces solutions, s'il ne part pas en Chine, aux États-Unis ou en Europe pour pouvoir tester ces solutions, il n'y a pas de lab
ici des laboratoires, des Fab Labs pour prototyper. Un exemple tout bête, c'était en 2014, il y a un entrepreneur qui est venu me voir pour l'accompagner. Il a créé un objet connecté pour les sourds et muets. Donc, il voulait prototyper sa solution. Il n'y avait pas de Fab Lab pour prototyper sa solution. Donc, on est obligé de ramener notre innovation à l'étranger pour le prototyper là-bas, intégrer les coûts de tout ça et revenir le vendre aux populations. Et la réunion qui nous réunit aujourd'hui, qui dit la couverture sanitaire universelle. Comment on peut rendre accessible la santé si aujourd'hui, tout ce qui consiste à produire des solutions coûte cher parce qu'on n'est pas capable de le mettre, de le prototyper et de le tester ici, il faut qu'on le ramène ailleurs. Donc voilà pour moi, que ça soit du point de vue de l'entrepreneur déjà, il a des défis à résoudre. Point de vue environnemental, il y a des culturels, donc d'investissement ou d'entrepreneuriat, il y a des défis. Il y a des défis au niveau social et culturel, il y a les défis au niveau d'investissement. Comment financer l'innovation sociale? Ça ne se finance pas comme une PME classique, hein, etc. Et ainsi de suite. Donc pour moi, aujourd'hui, la seule solution, si j'ai à partager aujourd'hui, c'est les acteurs qui souhaitent innover pour la santé pour tous, qui se mettent ensemble. Je suis convaincu, en fait, que ces problèmes dont tu as dit complexes, ok, et dans un monde complexe, volatile, incertain, il faudrait qu'on trouve des façons de faire. Et la meilleure façon de faire aujourd'hui, c'est le brassage des savoirs, l'intelligence collective. Mettre les gens ensemble, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs, chômeurs, retraités, pour qu'ensemble, trouver des solutions à ce problème-là. Et qu'il y a derrière un porteur qui est déterminé que tant que le problème existe, il va continuer à entreprendre. Parce que c'est ça aussi les clés de la réussite. Beaucoup de gens disent, je suis entrepreneur, je suis innovateur, mais derrière, face à tous ces problèmes-là, ils abandonnent. Mais pour moi, quelqu'un qui innove face à un problème social, un innovateur social, n'abandonne jamais tant que le problème existe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Mamba. Je pense que c'est extrêmement important ton message, hein, par rapport, c'est aussi un plaidoyer que tu fais, hein, par rapport à l'innovation sociale. Tu as rappelé les fondamentaux justement de l'innovation sociale, notamment le processus justement de l'inspiration, de l'imagination et de l'implémentation, notamment à travers la compréhension du problème, l'idéation et surtout la phase d'itération qui est continue, qui n'arrête jamais, et ce droit à l'erreur-là, cette capacité à expérimenter continuellement à un coût, et ce coût-là, il faut qu'on prenne ça en charge. Et pour favoriser justement la réussite de cette innovation sociale, le fait de mettre en œuvre l'innovation, en tout cas l'intelligence collective, justement, est un facteur d'accélérateur aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait davantage que l'on se tourne vers ça pour offrir en tout cas aux jeunes Africains et à l'Afrique entièrement, justement, sa capacité de pouvoir développer son plein potentiel, parce que voilà un peu la voie que nous pourrons avoir pour marquer notre empreinte sur le 21e siècle. On va y revenir. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez les noter, des interactions. Tout à l'heure, à la fin des interventions, si vous avez des questions à poser à Mamba aussi, vous pouvez y revenir. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Isaac, justement, Chikwangha, c'est effectivement un nom que je n'arrive, qui ne m'est pas si familier, mais que j'apprécie beaucoup. Alors, monsieur Isaac Chikwangha, malheureusement, je n'ai pas reçu votre bio à temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter. Comme ça, on va pouvoir ensemble vous accueillir et commencer l'introduction de cette session. Donc, vous avez la parole pour nous introduire justement sur la problématique de l'innovation technologique, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un monde de la 4e révolution. On ne peut plus parler d'innovation sans pour autant envisager sa partie technologique. D'ailleurs, c'est la partie qui prend le dessus sur tous les aspects de l'innovation. Alors, monsieur Chikwangha, et j'espère que je n'ai pas escamoté votre nom, je vous avais la parole. Merci. Thank you.
So yeah, no, you didn't mispronounce it. Good. It's Chikwana. We don't separate the N Ah, great, and great. H. So I'm a medical doctor from Zimbabwe originally, but I work for an organization that's based in Japan. It's a private public partnership that funds research and development for health technologies we focus on TB, HIV, TB, malaria, and neglected tropical diseases, with a particular focus on low-income countries. So, so I'm here today to talk from the R&D technology perspective side of things. I don't believe I represent youth, but I'm here to challenge the youth. I was born in 1972, and my definition of youth are people who were born after 1980, because in my country, that's when we got independence. So we call them the born frees. So those are the people that I'm here to challenge. Thank you. Thank you very much. Effectivement, je pense que nous mettre... Yep. Merci. Je pense qu'effectivement, vous êtes là pour nous mettre au défi. Et justement, nous allons relever ce défi, j'espère, à la fin de votre intervention. Donc, Dr Namou, sans plus tarder, on pourrait introduire Monsieur Chikwanha. Donc, voilà. Merci, Monsieur Isaac, Dr Isaac Chikwanha. Justement, vous avez dit, vous étiez médecin. Et la première question, c'est de vous dire comment vous avez abandonné votre idée de travailler sur le terrain pour venir justement de chirurgien parce qu'en fait, c'est un chirurgien à l'origine qui a voulu faire une spécialité en chirurgie et qui s'est arrêté en fait pour justement aller au devant des populations et apporter du changement dans la prise en charge et dans la santé. Et donc, comment vous êtes arrivé à cette vision et comment vous êtes arrivé également au niveau de votre organisme pour travailler dans l'innovation technologique? Thank you very much. So I started medical school, and now I'm old. I started medical school in 1992. That's when I went to medical school. And at that time, I really wanted to be a clinician, a surgeon and obstetrician. And it was about making money and, you know, all the fame and glory that comes with being a surgeon. But when I started working actually in one of the central hospitals in my country, in Zimbabwe, Harare Central Hospital, I quickly got bored because it was at a time when, I can't say I got bored. So it was at a time when HIV was really starting to pick up and we had no medicines, and you'd go to the ward, the ward is full. When you come back in the morning, half the patients are dead. So that made me question a lot about me being a doctor and what I was doing. All the training that we had was not actually useful at that time. So I made a choice actually at that point when most of my friends were refusing to go to work in the rural areas. I made a choice to go and be a rural doctor. And that's when I really started to get interested in public health. And I never turned back. Fast forward a few years later, I joined Medicine Sans Frontiers, and I worked in many countries in Africa and in other low-income regions of the world. I've been to places where you have problems finding on the map. And the impact that I saw really made me change from being a clinician, because as a clinician, you deal with one patient and you deal with that patient. But I also realized that as doctors, we don't actually treat diseases, we treat patients. I mean, you only talk about, if a patient comes with a headache, you only focus on that headache. You don't look at everything else around them. I gave the example of HIV. We also had a lot of TB. You know, you'd find a patient with TB, you tell them, oh yeah, you need to take these medicines, but you need to take them with food. But you don't realize that this patient actually doesn't have the food that you're talking about. So that made me change from focusing on one patient to focusing on population health, and I moved to global health. And then I went on to do my master's, and then I joined this current organization after 10 years in the field with Medicine Sans Frontiers.
And now I'm not a clinician anymore, but I'm more a global kind of public health specialist. And I'm focusing on trying to drive the technologies that made me go into public health. The lack of those technologies, that's what drove me. So now I'm on the other side, trying to make sure that those technologies are available for those who want to continue as clinicians and for the future doctors who are the youth who are coming in. Thank you. Merci. C'était important pour nous de comprendre en fait ce cheminement. Et aujourd'hui, c'est en fait accompagner également les jeunes dans cette recherche de solutions plus globales de la santé dans les pays. Vous l'avez dit, en fait, la santé dans les pays, c'est pas seulement les patients. C'est d'abord tout un environnement, c'est ce qu'on appelle effectivement la santé, mais globale, avec une interaction en fait autant de l'environnement que des infrastructures et que des financements, et vous l'avez bien expliqué. Il est important aujourd'hui que les jeunes comprennent, même en faisant des études sur les maladies, que la santé, c'est pas seulement la maladie et c'est pas seulement le patient. Merci pour en fait ce cheminement avec Médecins sans frontières et également avec les innovations, également apporter. Et là, on voit un peu également l'esprit du chirurgien quand même qui persiste en se disant quand même trouver les technologies pour changer en fait. Pas changer le monde, comme je dis, changer un peu les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Nabou. Je pense que c'est important et on voit une convergence aujourd'hui des innovateurs. Ce qui réunit les innovateurs, c'est le sens du défi. Hein, c'est comme l'a dit Mamba à l'entame de ses propos, c'est find the problem. Effectivement, c'est des gens qui osent assumer, aller se confronter aux problèmes et surtout essayer de les résoudre et ce que cela exige une transformation radicale d'une orientation professionnelle ou autre, ben, en tout cas, il l'assume pleinement. Merci beaucoup, Dr Sheikh Wanha. Et on va sans plus tarder introduire, avant les discussions, introduire Dr Marie-Isabelle Sen, qui est là de l'Institut Pasteur et qui aura l'honneur de nous entretenir justement sur le fond d'innovation. Et c'est important tout à l'heure pour les plaidoyers que vous avez fait. Alors, en tant que scientifique motivée et appliquée et émergente, Marie-Angélique contribue en tant que responsable de l'Advanced Product Programme Unite, responsable du laboratoire de microbiologie et de développement analytique à l'usine de fabrication de vaccins Madiba à Diamniadio et membre de l'unité de livraison de l'Institut Pasteur auront un impact positif justement sur l'autosuffisance en vaccins et en produits thérapeutiques au Sénégal, sur le continent et sur le continent africain en général. Marie-Angélique a commencé par un cursus typique d'école préparatoire et d'ingénieure française, en tout cas en étudiant justement la science des matériaux, le génie mécanique, la physique, la relativité, entre autres, tout en menant un projet de recherche dans l'une des laboratoires du commissariat de l'énergie atomique français. Elle a ensuite rejoint le programme d'études supérieures de l'Université nationale de Séoul pour se spécialiser en micro et nanotechnologie, tout en supervisant le contrôle de la qualité et de l'équipement de photolithographie du Centre interuniversitaire de recherche sur les semi-conducteurs en offrant des services de consultance aux entreprises coréennes qui souhaitent intégrer la micro-nanotechnologie à leur dispositif de point of care. Pendant son séjour en Corée, elle a travaillé sur des projets dans les domaines aussi variés que l'agriculture, l'énergie renouvelable, semi-conducteurs, l'optique et la santé, entre autres. Mais après être tombée sur une étude de l'OMS concernant l'écart nord-sud, notamment dans l'accès aux vaccins, elle a décidé de se spécialiser dans la fabrication de vaccins et d'appliquer ses connaissances acquises précédemment dans ce domaine pour contribuer à l'effort visant à combler ces écarts et à générer des vaccins plus accessibles et plus efficaces dans les pays sous-développés
en Afrique et ailleurs. Donc, vous voyez le brillant parcours de Dr. Sen et surtout, justement, les défis qu'elle a pu aussi opérer, ce qui montre aujourd'hui que toutes les personnes ici, en tout cas à cette table, sont aussi des hommes et des femmes de défi. Alors, sans plus tarder, Dr. Sen, Marie-Angélique, je voudrais aussi que vous nous donniez votre perception sur la thématique de l'innovation et puis par la suite nous présenter effectivement le fonds d'innovation Grand Défi Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Bon, déjà, on commence en général tout ce qui est défis et innovation. Comme j'ai comes to challenges and innovations, as I said earlier on, se passe au Sénégal, mais aussi en Afrique, que ce soit dans tous les domaines. Maintenant, l'Afrique se lance dans le lancement de satellites. On a du smart farming qui se passe, production de vaccins, production de thérapeutiques, recherche et développement dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment, l'Afrique est en fait une start-up et tous ces différents domaines fonctionnent comme des départements. Et le but, c'est vraiment de passer de cette start-up à une Fortune 5 company. Donc, c'est vraiment excitant, mais je vais plus parler du côté santé, raison pour laquelle je suis là. Et d'ailleurs, Covid nous a montré une chose très claire. On ne peut plus être consommateur. Cette image de consommateur, on doit s'en détacher. La preuve, c'est que pour deux principales raisons, non seulement dans les cas de pandémie, on est relayé au second plan, on doit attendre que les nations qui ont des producteurs et des chercheurs fournissent leur population avant de pouvoir accéder à des vaccins, à des traitements. Deux, parfois, en fonction des régions, ces traitements n'ont pas le même effet, donc on a besoin de se concentrer sur nos problèmes locaux. Et j'ai dit deux, mais en fait, il y a une troisième, c'est que clairement, on a des épidémies qui se passent en ce moment en Afrique, mais ce ne sont pas des priorités globales, donc il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de recherche sur des traitements, et le diagnostic se fait limite. Donc, il est vraiment temps qu'on reprenne les choses en main, qu'on se concentre sur nos problèmes, sur nos besoins et qu'on investisse beaucoup dans la recherche parce que c'est la base même, la recherche, mettre en place des systèmes, de nouveaux vaccins, de nouveaux thérapeutiques, de nouveaux diagnostics et ainsi aider cela à se développer parce que les chiffres sont là. En Afrique, on a 25% des maladies mondiales, mais notre contribution dans la recherche n'est que de 2%. Et je n'ose même pas parler des brevets qui sont à 0,1%. Et en dehors de ça, on a des innovations. On arrive à créer des choses, mais elles se limitent au labo ou dans un studio, etc. Parce que même de point de vue global, seulement 5 à 7% des innovations arrivent au marché. Et généralement, moins de 1% peuvent créer un chiffre d'affaires de 7 chiffres pour l'innovateur lui-même. Donc, il y a vraiment un besoin, comme on l'a soulevé jusqu'à présent, dans l'écosystème, non seulement la recherche, mais accompagner cette création du stade d'innovation simple au stade de produit. Par exemple, dans les vaccins, du stade du labo au bras du patient. Donc, il y a beaucoup à faire. Il faut investir sur différents domaines. Ce n'est pas juste les chercheurs. Il y a les ingénieurs, il y a les entrepreneurs, il y a les financiers, il y a les venture capitalistes, il y a tout l'aspect légal, juridique, social. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on se lance dans des innovations ou bien dans des programmes comme le Forum Galien, mais aussi comme les grands défis que je suis sur le point d'introduire. Parce qu'en effet, on a tout ce qu'il faut sur place. La matière grise est là. On veut aider les jeunes. Les jeunes, comme on le disait tout à l'heure, ils ont ce qu'il faut. Ils connaissent leur population, ils connaissent leur communauté, ils connaissent leurs problèmes. Donc, notre but, c'est de leur donner les outils pour faire face à ces problèmes, trouver des solutions adéquates. Peut-être pas qui auront un impact global, comme on le disait tout à l'heure, qui ne généreront pas peut-être un prix Nobel, mais qui auront un impact du point de vue de leur communauté pour les populations qui en ont besoin. Dans cette optique, on lance les grands défis Sénégal, qui suit l'ordre des grands défis qui sont arrivés un peu partout dans le monde, avec le soutien de la Fondation Bill and Melinda Gates, du Grand Défi Canada, de Elma Philanthropies, et aussi lancé par le gouvernement en octobre dernier. Et le but, c'est vraiment de financer des projets. C'est un appel à proposition. Tout ce que vous trouvez qui serait innovant, qui pourrait lancer vraiment, faire face à ce défi. Et le défi de cette année, c'est améliorer l'intelligence épidémique, la surveillance et la réponse aux épidémies. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que ce soit la détection rapide, précoce et la réponse précoce aux épidémies, que ça soit vraiment comprendre ces épidémies,
au fur et à mesure qu'elle progresse et vraiment maîtriser l'aspect incontrôlé et exponentiel de la répartition de certaines maladies au stade même isolé jusqu'au stade de pandémie. Ce sont des points essentiels pour ce qui est de la santé publique. Donc, c'est vraiment le défi qu'on veut lancer. Mais ce n'est pas juste au labo, ce n'est pas juste trouver de nouveaux outils de diagnostic, ce n'est pas juste détecter les nouveaux virus et leurs variants à travers des techniques comme le next generation sequencing. Ça va au-delà. C'est aussi l'engagement, utiliser les ressources qu'on a au niveau de nos communautés, de nos ressources sanitaires dans les différentes communautés, voir comment les aider à faire face à la veille aux épidémies, mais aussi les réseaux sociaux. Comment les utiliser à bon escient, utiliser l'analyse de données pour pouvoir faire face aux épidémies, le contrôle des épidémies et l'engagement des communautés. Et même, ça va au-delà de la digitalisation, la numérisation des données, que ce soit les données patients, les données de diagnostic, la décentralisation des diagnostics. Donc, on balaye vraiment large. Et on attend vraiment, je pense que ça va être un moment excitant parce que je m'attends à ce qu'il y ait de très belles propositions et des propositions surprenantes. Et on en sélectionnera d'ici à 12 pour un financement sur 18 mois, avec un suivi, bien sûr, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'écosystème compte. Donc, un suivi, des financements de $50 000, à peu près 31 millions par projet, et d'ici octobre 2023. Et le but, c'est qu'on attend vos candidatures. On est là pour vous supporter. Et les projets qui arriveront à terme, on ne les lâche pas à ce moment-là. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le challenge, c'est vraiment passer du projet de la création à un produit sur le marché. Donc, il y a tout l'accompagnement derrière pour s'assurer que votre proposition arrive sur le marché. Donc, j'ai oublié de préciser la date limite d'inscription, c'est le 31 janvier à midi. Et vous pouvez aller sur le site de grandchallenges.sn. Il y aura des flyers pour plus de détails et franchement, j'ai hâte de voir ce que vous avez à nous proposer. Merci beaucoup. Mais nous aussi, on a hâte de voir ce que vous allez proposer. Et je pense que c'est aussi une intelligence que de comprendre que pour développer l'intelligence économique, il faut s'appuyer justement sur l'intelligence générationnelle des jeunes et surtout s'ouvrir à tous les secteurs de la société pour pouvoir se donner la main afin de co-construire ce que vous allez dire aussi, notre résilience collective pour cette année. Je retiens de votre intervention surtout le fait qu'il est important qu'on se concentre sur des problématiques que nous avons, nous, parce qu'on ne peut pas résoudre toutes les problématiques que nous rencontrons dans le monde, mais nous avons des défis propres, des problèmes complexes et des problèmes qui nous sont vraiment propres à nous. Et donc, pour cela, il faut qu'on envisage justement des solutions ici et maintenant. Et comme l'a dit nos différents intervenants, nous devons les affronter ensemble. Et ces grands défis-là, c'est ensemble qu'on pourra le faire et c'est toujours l'intelligence collective qui vient. Ça me permet justement de vous ouvrir à vos publics sur les questions que vous aurez. Vous l'avez vu, on a parlé ici de trois problématiques. On a parlé de défis, on a parlé de complexité, d'innovation, on a parlé de design thinking, on a parlé surtout des problématiques de modèle économique qui sont importantes parce qu'à la fin, l'innovation doit être portée par un cadre juridique. Malheureusement, ce cadre n'existe pas, mais des projets portés par le gouvernement nous permettent de pouvoir justement aller de l'avant. Parce que quand c'est des instituts comme Institut Pasteur et autres qui portent ces projets-là, il y a aujourd'hui une certaine crédibilité qui est autour et un accompagnement qui permet rapidement d'aller justement avoir ces brevets que, en tout cas, nos innovateurs ont du mal à recevoir. Donc, si vous avez des questions par rapport aux différentes interventions qui sont passées tout à l'heure, notamment sur l'innovation sociale, l'innovation technologique et sur le fonds Grand Défi Challenge, ben, n'hésitez pas, le micro est à vous. Dr Nabou, je te laisse la parole. Merci, Massamba. Je crois qu'en fait, cette session est particulièrement intéressante, ne serait-ce que parce que, justement, nous sommes avec des innovateurs et en plus pouvoir en profiter pour donner la parole à Madame Marie-Angélique pour qu'elle explique justement ce qui se passe et comment, en fait, Grand Challenge Sénégal est en train de prendre, en fait, les devants, comprendre, en fait, la problématique que chacun vient d'expliquer aujourd'hui entre les problèmes de financement, le problème de l'expérience, le problème des partages, l'environnement, les motivations en fait des jeunes innovateurs
tout ça a été en fait pris en compte. Et aujourd'hui, quand on propose en fait ces grands défis Sénégal, de pouvoir accompagner des jeunes du début de la création à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment particulièrement intéressant de pouvoir reprendre sur cela. Les anciens qui sont passés, ce n'est pas une raison pour ne pas revenir justement challenger pour ce qui se passe pour Grand Défi Sénégal. C'est vraiment une occasion pour le Sénégal, pour les jeunes et pour l'Afrique en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, la Fondation Bill et Melinda Gates, en tout cas, est au devant pour cela. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Alors, on va procéder rapidement. OK. Là, le micro est disponible? OK. Vous vous présentez, ensuite vous donnez votre question. OK. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Solange Mbaye et je suis programme manager à Amref Health Africa. Pour moi, c'est surtout une contribution. Je tenais d'abord à vraiment féliciter les organisateurs de cet événement. Je pense que pour moi, c'est la première fois que je participe à ce genre d'activité, mais l'importance est capitale. Parce qu'une activité qui permet à plusieurs acteurs de se retrouver pour échanger sur une thématique aussi centrale demeure vraiment une activité primordiale. Et c'est ce genre d'initiative-là qu'il nous faut, surtout pour les jeunes. Je pense que certains des panélistes sont revenus là-dessus. Nous avons plusieurs défis quant à l'innovation, surtout du côté des jeunes. Donc, quand on parle de l'environnement socio-culturel qui n'est pas très favorable et qui ne permet pas toujours aux jeunes de présenter ouvertement ses idées, de partager ses idées, donc cela limite quand même et cela empêche l'Afrique en tant que telle de bénéficier de toute cette vivacité, de toute cette créativité que les jeunes peuvent apporter. Et au-delà de ça, nous avons la problématique de l'encadrement. Parce qu'on parle de jeunes, on parle de manque d'expérience, pas forcément, mais c'est un des problèmes les plus récurrents, le manque d'expérience. Et s'il n'y a pas de mentorat, d'encadrement, donc il sera difficile pour ce jeune d'avancer par rapport à ces propositions, à ces innovations. Et enfin, l'aspect financier. Parce qu'à cet âge, à un certain âge dans la jeunesse, on n'a pas forcément l'accès aux fonds. Et donc, ce que j'aurais suggéré en tout cas, je pense qu'il est temps, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir un laboratoire africain. Un laboratoire qui permettra à l'ensemble de ces jeunes-là de pouvoir concourir à partager leurs innovations, qui sera un incubateur pour l'ensemble des innovations que la jeunesse africaine aura à proposer. Et ce laboratoire-là devra être géré en partenariat. Il nous faut une approche multisectorielle. Parce que pour que ces innovations puissent arriver à fin et bénéficier aux populations, il faut la main des gouvernements. Parce que si les gouvernements ne s'investissent pas, il y a le problème de la reconnaissance de ces innovations, l'applicabilité au niveau des populations reste entier. À côté des gouvernements, il faut aussi les partenaires financiers. Ce sont ces partenaires financiers-là qui permettront à ces jeunes-là, en tout cas à ceux qui sont porteurs de ces innovations-là, de pouvoir les développer, parce que pour développer des innovations, pour développer ce genre de propositions, il faut quand même des fonds à côté. Et toujours dans l'approche multisectorielle, il faut être en partenariat avec les universités, les écoles scientifiques, les instituts comme l'Institut Pasteur. Il faut ce genre de partenariat, ce genre d'approche où on a tous ces acteurs-là qui gravitent autour, qui vont intervenir et interagir avec les innovateurs, les jeunes innovateurs. Et il faut quand même développer enfin le partenariat adulte-jeune pour permettre à l'adulte de bénéficier de cette créativité, de ces idées nouvelles que les jeunes développent, mais aussi pour permettre aux jeunes de bénéficier de l'expérience des adultes. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Josué Avakoudio. Je suis le doyen de la faculté de médecine de Cotonou. Et je voudrais, avant de propos, remercier le comité d'organisation de ce forum qui nous a invités en tant qu'institution de formation. Et je suis à côté de mon ami, le doyen de Bouaké, de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions. Je voudrais partager une expérience que nous avons effectuée récemment. Nous avons voulu mettre notre faculté sur les réseaux sociaux parce que c'était un outil que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser. Et
nous avons commencé par checker nos étudiants qui étaient actifs sur les réseaux sociaux. On a trouvé quelques dizaines et on les a convoqués. Bon, voilà, comment nous pouvons mettre la faculté de médecine de Cotonou sur les réseaux sociaux? Ils sont mis en noyau et depuis 2 mois, on est sur tous les réseaux sociaux. Les étudiants, ils ont trouvé d'abord la confiance que le leader a eue en eux et de mettre leurs compétences à la disposition de la communauté a été vraiment un moteur qui fait que à chaque instant, ils sont avec moi, on discute de plans de communication. Et j'ai découvert en eux des ressources que je n'imaginais pas. Pour des étudiants en nutrition, en travail social, en médecine, ils sont polyvalents en fait, nos étudiants. Et ma question, c'est la suivante, par rapport aux financiers, c'est comment se fait la jonction entre les bailleurs, les grands groupes financiers et les institutions de formation. J'ai 3000 étudiants dans ma faculté. Parmi ces 3000 étudiants, s'ils se mettent à 10 sur une question de développement, je suis convaincu qu'ils vont avoir les réponses. Mais nous n'avons pas, en tant qu'institution publique, la connexion avec ceux qui ont les fonds, puisque nous sommes sous tutelle et nos enseignants ne sont pas forcément formés à compétir pour les capitaux, comme le docteur vient d'en parler. Donc, comment est-ce que ceux qui ont l'argent vont aller à la rencontre de ceux qui ont l'intelligence? Nos jeunes, je veux dire, qui sont 10 000, 5 000 parfois dans des campus, qui sont remplis de bonnes idées, qui sont très flexibles, disponibles, mais parfois, quand ils font leur thèse en fin de carrière, c'est études rétrospectives à propos de 20 cas ou bien aspects épidémiologiques, ils n'ont pas toujours la valorisation que cela mérite. Donc, moi, ma question, c'est inviter vraiment ceux qui ont les capitaux à se rapprocher de nos universités, surtout en zone francophone. Dans les zones anglophones, ils ont un peu plus la politique d'aller chercher les grants. Mais en pays francophone, on n'a pas tous, on a des enseignants qui sortent de l'eau, bien sûr. Mais globalement, compétir pour un fonds capital, ce n'est pas toujours notre savoir-faire essentiel. Merci beaucoup. Si je note bien la question, c'est clair, comment mettre le lien entre l'intelligence, justement, et le financement. Et de façon plus spécifique, comment est-ce qu'on inclut l'esprit entrepreneurial chez les chercheurs, justement, pour que ceux-ci puissent aller à la rencontre des financements et avoir les compétences pour pouvoir les lever des fonds, n'est-ce pas? OK. Oui, allez-y là-bas. Au milieu, voilà. Donc, on va prendre juste 2 questions et puis on va essayer de conclure. On va passer à l'autre session tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mariam Abdogado. Je viens du Niger. Je suis en fin de cycle de médecine et je suis activiste sociale, entrepreneur social aussi. Mamba, ça fait plaisir de te revoir. Merci à tous les panélistes. On a eu vraiment un super moment avec vous. On voit que l'entrepreneuriat social et l'innovation sont importantes quand on parle de couverture sanitaire universelle. Mais moi, je voudrais partager une expérience personnelle et ici relever quand même quelques défis et vous poser quelques questions. On parle de l'entrepreneuriat social. C'est très important. C'est bien de le faire et c'est bien d'inculquer ça à la jeunesse. Mais ce qu'il faut aussi dire à la jeunesse, c'est que c'est extrêmement difficile dans le contexte nigérien. Africain, particulièrement nigérien, je le dis parce que je viens du Niger. Il y a un véritable problème de ressources. Franchement, ce n'est pas les idées qui manquent à la jeunesse. On a les idées, on sait exactement quel est le problème et on veut apporter une solution, mais on n'a pas de ressources. Il faut le dire, il n'y a pas d'investisseurs qui sont prêts à donner de l'argent pour faire le test, comme disait Mamba. Parce qu'une idée, elle est là, il faut d'abord la matérialiser, la tester pour savoir si ça marche. Et ce n'est pas tous les investisseurs qui sont prêts à faire ça, et surtout les organismes internationaux. Ils te disent, il faut que je sente que le résultat va arriver. Comment vous voulez qu'on vous montre un résultat si vous ne donnez pas la chance, en fait, de faire la chose? Je le dis parce qu'ici, on a des investisseurs, certainement. Je pense qu'il faut repenser cette façon d'investir en la jeunesse et dans les projets sociaux. Il faut se dire, on prend le risque. Qui ne risque rien n'a rien. On est dans une ère où les choses sont en train de changer. Il faut donner les ressources à la jeunesse pour faire en sorte que les choses avancent. Et si on échoue, on apprend de l'échec et on améliore et on continue.
Moi, par exemple, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat social, ça remonte à 4 ans. C'était en 2018. J'ai fait un concours et à l'issue du concours, imaginez, on me remet 500 000. Qu'est-ce que je fais avec 500 000 pour faire une application mobile? Mon budget estimatif était d'une 30aine de millions. Et c'est ce qui se passe dans les concours qu'on nous fait faire en Afrique. On te dit, venez proposer vos idées. Et après, on ne te donne pas les ressources en fait, pour travailler et on ne te donne même pas l'appui technique. Et après, si tu te débrouilles pour faire ta chose avec les petits développeurs à gauche, à droite, tu n'as pas un bon produit. Et quand tu n'as pas un bon produit, qu'est-ce que tu vas servir aux gens? Surtout quand tu demandes aux gens de payer pour ce produit. Et ça, c'est un autre problème. Comment faire la rentabilité des projets sociaux? Les entreprises sociales, c'est vrai, on veut aider, mais comment on les rend rentables? Ça, c'est une question aux panélistes. Parce qu'il y a des coûts et il faut aussi que l'entrepreneur survive. Je ne vais pas me lever aujourd'hui devenir entrepreneur social et ne pas avoir de rentabilité. Zéro, parce qu'il y a des gens qui travaillent en fait dans l'entreprise. Il faut les payer, il faut que moi aussi je paye mes factures et que j'ai de quoi survivre. Et la dernière chose, c'est le suivi. J'ai entendu tout à l'heure ma sœur parler de votre concours. À l'issue du concours, OK, vous aidez les entrepreneurs, ils mettent en place leurs idées. Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Parce que une entreprise innovante, en tout cas, doit évoluer dans le temps. On le voit avec Facebook, WhatsApp, etc. C'est juste des exemples. Chaque jour, ça s'améliore. Chaque jour, il y a des équipes qui travaillent derrière pour faire que ça s'adapte au moment. Donc, quel est le suivi qu'on fait pour après? Parce qu'il ne suffit pas aussi de juste nous aider à faire les choses, que ça marche. Et après, il n'y a pas de suivi sur comment, en fait, améliorer la chose. Donc, c'est ça que je voulais partager. Voilà. Et j'ai posé 2 questions. Hein. J'espère que ça a été bien noté. Justement, je vais y revenir. Hein. Et pour la dernière question, ça a été déjà répondu dans l'intervention de Marie. Okay. Alors, c'était effectivement, c'est un accompagnement sur 18 mois. Et effectivement, ce qui arrive à émerger, bon, vous allez appuyer dessus, n'est-ce pas? Allez, voilà. Alors, tu veux y rebondir directement? D'accord, allez-y. Après, on va revenir à la dernière question et à la conclusion. OK. Un point clé a été soulevé. On a des petits concours à gauche, à droite. C'est très peu. On ne peut pas produire avec. Donc, il y a vraiment un besoin de mettre le financement dont on a besoin pour un produit. Mais comme je le disais tout à l'heure, OK, le financement, là, on se lance à plus de 31 millions par projet. Et il y a non seulement il y a l'accompagnement des 18 mois du projet, mais ces 18 mois-là, avec l'innovateur, avec le groupe innovateur, il sera important de mettre en place des milestones. À partir de tel mois, on veut arriver à ce niveau. À partir de tel mois, on veut arriver à ce niveau. Et aussi, de notre côté, nous, on essaie de vous faciliter les choses. Si c'est juste un groupe de chercheurs, il y aura besoin d'ingénieurs. Il y aura besoin d'un conseil financier. Donc, vraiment faciliter cet écosystème-là autour de ces différents projets qui vont être sélectionnés, c'est très important pour nous et c'est le but majeur de ce projet. Et au-delà des 18 mois, une fois que le projet arrive au dernier milestone, c'est vraiment l'avoir dans le marché. On a des nouveaux groupes de venture capitalistes qui commencent à être développés ici au Sénégal, rassemblant quelques investisseurs, etc. C'est eux qui prendront le relais, non seulement pour vous aider à arriver au financement Series A et encore plus loin, parce qu'il y a différentes étapes de financement, et arriver à vraiment faire de votre produit un produit viable et durable avec tout l'accompagnement nécessaire. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, on peut considérer que le fonds d'innovation est un fonds d'amorçage. Oui, c'est un fonds d'amorçage. Parfait. Oui. Oui, vous? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Armand Cavoré en 5e année de pharmacie à l'Université Euromed. Merci encore aux organisateurs et aux différents panélistes pour tous ces apports-là. Après l'intervention de tout un chacun, j'ai remarqué quelque chose pour innover sur le plan social, pour apporter des solutions. C'est écouter son environnement. Ma question est la suivante. Comment on écoute son environnement? Mamba, tu vas répondre à cette question tout à l'heure. Donc, je vais donner à Dr Isaac la parole pour rebondir sur les précédentes questions. Merci. Thank you. So I just wanted to respond to the question or to the comment rather raised by my colleague, Dadim. So I think
maybe it's a challenge. So I think one of the ways we can connect the youth to the funding and the research is, let me just give you an example. When I was a medical student, I and some students, we participated a lot in supporting some of our lecturers in doing their research. They went on to become professors, but our names were never mentioned anyway. So I think one of the things that you can do as lecturers, as professors, is give your students that platform to start research early. If you're doing a research project, probably it's the professor who's going to get access to the funds because they've published papers, they are known. But if you're going to have your students as part of the research teams and giving them meaningful roles and giving them credit, mention them in your papers, when they go on to do their own funding research, then they have a traceable record of some kind of research they have done. So it makes it much easier for them to get funding. So probably that's one thing you can start supporting the students, get connected to the funds. Because I mean, obviously funders want some kind of traceable record. So if your students are already part of the process from the beginning, you give them an early start. So that's probably the challenge that I wanted to take, to give back to you as academia. Thank you. Oui, Mamba, vas-y. Essayer de répondre à la question de Mariama et de Kaboré. Alors, Mariama, oui, entreprendre pour résoudre des problèmes, c'est très difficile. On en sait quelque chose. Alors, concernant la question de la rentabilité, puisque, bon, modèle économique, etc. Donc, je pense que c'est une question qu'un entrepreneur social ne se pose pas dès le début. OK? Ce qu'il essaye de voir, en fait, dans un premier temps, c'est est-ce que ma solution répond aux problèmes que j'ai identifiés dans ma communauté et prouver son concept. Avec ce preuve de concept, je suis sûr que avec l'accompagnement qu'il faut, tu peux lever des fonds pour amorcer et commencer à réfléchir sur la question de rentabilité. Et juste préciser qu'une entreprise sociale aussi, la rentabilité, oui, mais elle est limitée. OK? Bon, cela ne veut pas dire qu'on ne fait pas de chiffres. Oui, on peut faire des chiffres, mais le but n'étant pas de s'enrichir. Ce qui un peu différencie l'entrepreneur social à l'entrepreneur classique. L'entrepreneur classique pense profit, maximiser le profit. L'entrepreneur social pense problem solving. Est-ce que ma solution répond au problème? Est-ce que l'utilisateur s'y voit? Est-ce qu'il est centré, bénéficiaire, etc. Voilà. Et pour pallier à la problématique de la rentabilité, il faut essayer de trouver des solutions accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, quand on invente une solution et qu'on le met, par exemple, iPhone, OK? iPhone, c'est une solution, un smartphone, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors que la logique de l'entrepreneur social, c'est d'innover et trouver une solution accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, dans le domaine de la santé, ta plateforme devrait être utilisable par tous les citoyens, les confrères, médecins, et ainsi de suite, pour que ça soit inclusif. Voilà. Et alors, pour Kaboré, comment écouter son environnement? C'est très simple. Pour moi, on a 2 yeux, des oreilles, et on vit dans des communautés. On est les premiers, en tout cas en Afrique, à critiquer des choses qui ne vont pas. Si aujourd'hui, un médecin ne fait pas bien son travail, on critique. L'État, on critique, ainsi de suite. Donc, c'est au lieu de critiquer, observer son environnement, au lieu de critiquer, c'est de vraiment comprendre, se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le médecin il a échoué? Pourquoi le vaccin ne fonctionne pas en Afrique? Pourquoi? Essayez juste de faire cet exercice, c'est des tips qu'on donne dans le problem solving, les 5 pourquoi. Mon cher en sait quelque chose, c'est poser le problème. En général, en observant son environnement, on s'attaque aux faux problèmes. Mais si tu te poses la question, par exemple, pourquoi le vaccin ne fonctionne pas dans mon village? Tu auras une première réponse. Et tu imbriques des questions comme ça et tu vas arriver à un problème qui a été oublié. Et c'est ça que tu dois solutionner, pas le problème en haut, mais la racine.
faut pas, et c'est ce processus-là, ces mindset de se poser des questions. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Et c'est ça pour moi, en fait, observer son environnement, mais avec une approche d'interrogation aussi, questionner son environnement. Voilà une technique parmi tant d'autres qui peut nous aider à identifier un problème. Le but n'est pas que d'identifier, mais comprendre la cause racine du problème pour ensuite convoquer l'intelligence et y apporter des solutions. Et pour le suivi, juste peut-être après laisser accompagner, voilà, je pense que ça, c'est un appel aussi que je nous lance, nos structures d'accompagnement. C'est un métier, accompagner un entrepreneur. Et quelqu'un qui essaie d'apporter une solution à un problème, qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas gérer des fonds, qui ne sait pas, etc., etc. Et je pense qu'il y a un travail à faire chez l'entrepreneur. En fait, on ne dit pas assez la vérité aux entrepreneurs, aux innovateurs. Ils vont créer des solutions qui ne sont pas encore prouvées. Ils disent, OK, on a la solution miracle. Ah, ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été testé, ça n'a pas été mis à l'échelle. Et ils se disent, c'est pourquoi on n'a pas encore de licorne dans ces domaines inexplorés. Dans la santé, j'ai fait 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs, pas moins de 10 solutions dans le domaine de la santé. Le premier, c'est Joko Santé que tu connais depuis le temps et qu'on n'en parle plus. OK? Donc, il y a Visa Santé, il y a plein d'autres solutions qu'on a vues, on a accompagnées, mais à un moment donné, on fait que ce qu'on peut. Il y a un autre type d'accompagnement qui est spécifique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'on invente des solutions pour financer les prises de risques, les tests et les prototypages. Donc, c'est bien heureux d'avoir cette initiative. Mais après, il y a tout un temps de développement. Parce que l'émergence des solutions, c'est pas un problème. Mais le développement de la solution, tester, itérer, ça coûte de l'argent et c'est là où je ne sais pas qui va financer, mais la meilleure solution que je vois et que je peux partager ici, c'est que ces innovateurs-là, ils se mettent ensemble et créent un consortium qui aille lever des fonds auprès des partenaires. Parce que là où les autres ont échoué, peut-être qu'eux, ils peuvent réussir. Voilà ce que je voulais partager pour la suite et laisser continuer, bien évidemment. D'accord, OK. Professeur Chibi, on est pris par le temps. Je vous laisse 1 minute. Voilà. Sincèrement, moi, j'ai un appel sincèrement pour Madame la ministre. À un niveau, il faut quand même une action politique quelque part pour essayer, en fait, de trouver les véritables solutions. Madame la ministre, avec tout ce que le Sénégal investit dans ses organisations, etc., et le rôle de Dakar aujourd'hui, comme cité d'innovation pour la jeunesse africaine en matière de santé, je vous recommande, et on peut travailler ensemble, pour créer ce que j'appellerais un observatoire académique africain sur les questions de la santé et de l'environnement. Je crois qu'il faut que l'ensemble des pays africains, à travers l'Union africaine, à travers nos structures politiques africaines, qui ne sont pas simples, je le sais, qui sont assez complexes, mais je crois à travers l'expression forte de la jeunesse africaine aujourd'hui, nous avons la responsabilité aujourd'hui de créer un cadre politique et les outils nécessaires qui puissent créer de l'émulation, de la collaboration, de la sérieuse collaboration entre les pays africains. Je crois que je connais très bien ce qui se passe avec le projet Diamandiao. Ce qui est vraiment, c'est un espace où Dakar essaie vraiment de créer beaucoup de structures, etc. Ça peut être l'occasion de créer à ce niveau-là un observatoire africain académique sur les questions de la santé et de l'environnement qui peut, à ce niveau-là, on peut avoir des cités d'innovation, on peut avoir des incubateurs, on peut avoir de l'encadrement, on peut avoir de la création pour pas mal de pays africains. Voilà une recommandation, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Cher rapporteur, vous savez ce qui vous attend. Alors, je vais donner, en tout cas, le soin à nos intervenants de dire leur dernier mot en 1 minute. On est pris par le temps et puis conclure cette session. Après, on va enchaîner sur l'autre, juste avec une petite pause. Alors, on va commencer là-bas. Isaac, voilà. On va commencer avec vous. Sur votre mot de clôture. Thank you. Yeah. So when I walked in, one of the participants was talking about how the youth are the drivers of change. And they are impatient.
But I think that that impatience can also be negative for Africa because if they are frustrated, what they do is they pick up and go to where they think they'll get the resources that they need. So they go to Europe, to the US, and they never come back home. If I take an example of my own class of 97, everybody is a who is who in the NHS, in the US, in Canada. And there have been 25 streams after that. And you can go to any university in Africa, in any country in Africa, it's the same story. Yes, we need to give them resources. And if they can come back with those technologies, sometimes they also bring back the resources. Yes, we need to give them the environment, but they also need to come back with the technologies and the resources. That's the only way they can make a difference in Africa. Because if they go out, they will never change. We'll always be in this discussion. We'll be having this discussion forever and ever. So my challenge to the youth is when you go out there and get your ideas and your technologies and come back home and make noise until you get the resources that you need to drive the change that you want for Africa. So that was the challenge that I wanted to leave. Thank you. Thank you. Mamba? Merci beaucoup, c'est inspirant. Donc, le retour, c'est ce que j'ai fait. Et moi, par contre, le retour, oui. OK. Je suis rentré en 2017 maintenant, après mes études. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on vient avec cette ambition, cette force, cette envie de changer les choses par frustration. Parce que nos parents, on a grandi dans des écoles. Ici, on s'est soigné. L'État a beaucoup fait, le pays a beaucoup fait pour nous, mais on revient et on a l'impression qu'on nous traite autrement. OK? Aujourd'hui, je connais des exemples concrets des gens qui sont critiques de talent, qui sont venus aujourd'hui, qui sont en train de servir des grandes entreprises à l'international. Parce que justement, c'est là où je voulais lancer un appel, Madame la Ministre. J'ai découvert récemment un cercle, le Cercle des médecins d'Afrique. C'est un groupe de chercheurs, etc. C'est un groupe réseau. Et je ne suis pas médecin. Et mon ami qui l'a mis en place, en fait, il est comptable, qui bossait avec nous à Paris. Et du coup, c'est comment aujourd'hui faciliter le retour sans véritablement venir vivre ici. Et l'aide digitale est un levier, en tout cas, pour faciliter cela, le retour des cerveaux sans vraiment prendre ses valises et venir. Donc, une fois, Madame la Ministre, qu'on est là et que ces gens rentrent aussi, c'est de vraiment les encourager, croire en eux, les célébrer, les féliciter et les ramener là où ils souhaitent aller. Parce que pour moi, en fait, les talents sont là, la matière grise est là et on a de très bonnes écoles qui forment de belles capitales et ressources humaines. Voilà, vraiment investir et croire en la jeunesse qui ose venir continuer justement dans le sens du retour pour innover ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mamba. Marie? Donc, je vais essayer de résumer, non seulement répondre à quelques questions et aussi résumer mon point de vue sur cette rencontre. Effectivement, je suis revenue qu'en mai de cette année-là. Je viens juste de rentrer. Et la raison pour laquelle j'ai pu rentrer, c'est que pendant toutes mes études, partout où j'étais dans le monde, je me demandais, j'appelais ma mère, je lui disais, mais quand est-ce que je pourrais revenir au Sénégal? Parce que tout ce que j'ai appris là, il n'y a pas encore l'environnement qui me permette de pouvoir rentrer et les mettre à l'œuvre. Et c'est ça, en fait, le défi des institutions qui sont ici, comme l'Institut Pasteur, par exemple, c'est déjà de commencer à oser viser plus haut, parce qu'il y a le narratif qui doit être changé. Quand on parle de l'Afrique, Afrique recherche, Afrique produire ses propres vaccins, les gens se disent vraiment, est-ce que c'est possible? Et on doit leur montrer par des petites success stories que c'est possible, que ça se passe en Afrique. Et comme ça, on facilite le chemin aux autres jeunes inventeurs qui arrivent, qui viennent avec une idée, avec un budget de 30 millions, 40 millions, et sans pour autant que les investisseurs leur disent, tu ne peux pas le faire. Je ne vois pas le succès de ton projet. Déjà, il y a ce narratif-là à changer. Il y a aussi la barrière de la langue, surtout pour l'Afrique francophone. On est quand même presque la moitié du continent, mais n'empêche, on est lésé quand il s'agit de Grand Submission, quand il s'agit de conférences. Là où on peut faire du networking, rencontrer d'autres partenaires, des investisseurs, de grands groupes financiers qui sont prêts à investir des millions de dollars sur le continent. Mais comme ils n'entendent pas parler de l'Afrique francophone, ils ne savent même pas qu'il y a des possibilités là-bas. Pour eux, le problème de la langue n'est même pas existant.
ils s'en rendent pas compte. Et donc, il y a ces différents points à prendre en charge. D'abord, créer l'environnement. Et ça, ce sont les institutions, les gouvernements, les autorités qui sont sur place en Afrique qui doivent le faire. Deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la barrière de la langue, aider à avoir une prise de conscience des organismes anglophones généralement, pour qu'ils réalisent qu'il y a besoin, non seulement côté formation, de proposer des formations en français, ce qui est très rare, surtout dans les domaines pointus, de donner accès au financement, aux grant proposals à des institutions françaises pour qu'ils puissent déposer leurs grants en français. D'ailleurs, ce qui me rappelle que pour le proposal, ça peut être déposé en anglais, en français ou en wolof, pour vraiment garantir l'accès, et aussi de créer l'environnement financier nécessaire, mettre en rapport les bons partenaires. Et ça commence par des forums, ça commence par non seulement les institutions qui sont habilitées ou qui ont certaines relations avec de grands groupes financiers, de créer ce lien entre ces financiers et les jeunes inventeurs, comme le Grand Challenges. Et c'est vraiment, c'est un travail à différentes échelles et à différents niveaux, mais le but, c'est vraiment de créer un écosystème durable. Et pour que ce soit durable, le gouvernement et les autorités doivent entrer en jeu. Parce que juste en regardant aux États-Unis, en France, etc., ils investissent 4% de leur GDP en recherche. En Afrique, on veut viser 1% d'ici 2025, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, en Afrique du Sud et au Nigeria, ça avance. Ils sont à 0,8. Mais nous, on est encore à 0,4, donc il y a du boulot à faire. Mais c'est ça, en fait. Si on veut quelque chose de durable, sur le court terme, on a besoin de ces investisseurs locaux, mais sur le long terme, on a besoin des gouvernements aussi. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à quelques questions ici et merci beaucoup pour cette excellente. Ce sera une suite tout à l'heure. Après la pause, on va enchaîner avec l'autre session et ce sera une continuité. Donc, je sais que vous êtes restés sur votre faim parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais on va y arriver. On a noté énormément de choses. Côté innovateur, mettez-vous ensemble. Seul, vous ne pouvez rien faire. Donc, mettez-vous ensemble. Ben, vous voyez grand, commencez petit. C'est ça aussi, expérimenter à petite échelle. Et puis, effectivement, si ça fonctionne, ça pourrait être incrémenté, ça pourrait justement être répliqué à grande échelle. Effectivement, on l'a dit aux enseignants pour l'accompagnement. Dans la recherche, mettez en avant aussi ces jeunes, donnez-leur leur chance, mentionnez-les, ça pourrait les stimuler, les aider. Pour les institutions, le cadre, effectivement, c'est un plaidoyer. Pour les financiers, créer un mécanisme vraiment alternatif, innovant de financement qui puisse permettre de favoriser justement l'expérimentation à grande échelle. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Ce qui est sûr et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas réussir le pari de l'innovation sans se mettre ensemble. C'est l'intelligence collective qui doit être là. Tout le monde doit se mettre ensemble, tous les acteurs en synergie pour adresser la grande problématique des défis du continent, que ce soit en santé et dans tous les autres domaines. Merci en tout cas infiniment. Je laisse le mot de clôture à Dr Nabou. Je remercie l'ensemble de nos intervenants pour vos riches intervenants et le public, les participants. Dr Nabou, le mot à vous. Juste dire justement que c'est une occasion, au bout d'un peu plus d'1h30, 90 minutes, nous avons pu débattre, nous avons pu en fait débattre, mais surtout mettre le doigt sur toutes ces problématiques. Mais ensemble, le constat est unanime, c'est se mettre ensemble. Se mettre ensemble sur des plateformes, se mettre ensemble pour trouver des solutions dans l'émulation, dans l'expérience, dans le partage, dans la cohésion également, et ensemble, en fait, dans la co-construction, à la recherche de financement. Et c'est vraiment ici qu'on peut dire Forum Galien a ouvert la porte et Forum Galien peut aller beaucoup plus dans ce travail. Et moi, je dirais comme tout le monde, vous avez dit, en fait, il ne faut pas attendre des solutions de l'État. Donc, quand même, Forum Galien peut commencer et évidemment, les facultés de médecine, les universités peuvent également mettre ensemble et aller dans cette co-construction. Merci. Merci beaucoup les amis. Donc, on a une pause qui devait durer 30 minutes. Malheureusement, ça va durer que 15 minutes. On va se retrouver ici à 11h05. D'accord? C'est à 11h pile. Maintenant, à 11h05, nous devons tous être là pour commencer la prochaine session. Je vous remercie infiniment. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé
Sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.